Eh bien salut, bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai intitulé Les symptômes de ta dépendance à l'autre. Parce que bien souvent, nous n'avons pas conscience déjà de notre dépendance à l'autre, ça c'est une certitude, hein, la plupart du temps elle passe dans le domaine de l'inconscient. Et puis encore moins de tous les symptômes, de toutes les manifestations de cette dépendance à l'autre. Donc c'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, vraiment pour aller vers cette conscientisation de tous ces schémas de dépendance. Alors la première question que je vais aborder, c'est qu'est-ce que c'est qu'un schéma de dépendance finalement? Alors, un schéma de dépendance, c'est un comportement que je mets en place vis-à-vis d'un autre et qui m'attache à cet autre par un lien qui est un lien limitant, un lien qui n'est pas porteur, un lien qui me contraint, un lien qui finalement n'est pas juste. Hein, voilà. On pourrait dire un lien toxique presque. Voilà. Même si ce mot est un petit peu fort, et que je lui préfère le terme de limitant, c'est quand même un lien qui n'est pas juste. Voilà. Alors, quand on parle de l'autre, on parle de quoi? Parce que finalement, cette dépendance à l'autre, elle peut prendre tellement de formes différentes, et cet autre peut aussi prendre de très nombreuses formes différentes. Donc cet autre, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose. Hein, on peut être... D'ailleurs, c'est assez connu, les dépendances aux choses. Hein, ça peut être une dépendance à la cigarette, une dépendance à l'alcool, une dépendance au sexe, une dépendance... Mais ça peut aussi être une dépendance à des comportements, à des activités. Hein. Je peux être dépendante aussi au sport, hein. Ça peut être une forme de dépendance. Donc finalement, je peux être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Et donc, mes schémas de dépendance se mettent en place autour de ça, finalement. Donc, comment je fais pour reconnaître si je suis dans un schéma de dépendance? Alors, je suis dans un schéma de dépendance quand j'attends quelque chose de cet autre. Hein, donc de ce quelque chose ou de cette personne. J'attends. La deuxième chose, c'est je suis déçue, je suis perdue, je suis en manque, je suis frustrée, je suis en colère, je suis insatisfaite quand je ne l'obtiens pas. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est je modifie mon comportement. Je ne suis plus vraiment moi-même, je ne suis plus mes aspirations profondes, je ne m'écoute plus, je ne suis pas alignée, je ne suis pas productive quand je suis dans un schéma de dépendance. Donc ça, ce sont vraiment les trois façons, hein, les trois clés qui me permettent de savoir si je suis entrée dans un schéma de dépendance avec quelqu'un ou avec quelque chose. Finalement, c'est chaque fois que mes actes sont nourris par la peur de ne pas plaire, par la peur de décevoir, par la peur de ne pas être reconnu, par la peur d'être nié, par la peur d'être rejeté, par la peur de perdre, par la peur de manquer. Chaque fois que mes actes sont nourris par la peur, je suis rentrée dans un schéma de dépendance à un autre, qui bien souvent d'ailleurs a des conséquences, et on les verra après, des conséquences qui sont forcément pas très productives. Alors, finalement, je fais tout ça jusqu'à même quelquefois museler qui je suis, me nier moi-même, pour plaire à l'autre, hein, finalement, pour rentrer dans les critères de l'autre. Alors, le schéma de dépendance, on peut dire qu'il est actif chaque fois que j'attends, chaque fois que je me travestis, c'est-à-dire que je ne suis plus moi-même, chaque fois que je fais contre mon gré, que je fais par devoir, que je fais par obligation, chaque fois que je m'empêche, chaque fois que je n'ose pas, chaque fois que j'en fais trop, chaque fois que j'en fais pas assez, chaque fois que je procrastine, chaque fois que je me justifie, chaque fois que je m'écrase, chaque fois que je me sers de l'autre contre son gré. Voilà, hein, c'est l'inverse de je m'écrase. Donc finalement, chaque fois que j'évite aussi. Finalement, chaque fois que je suis dans un de ces comportements, je peux me dire, ça peut allumer une alerte à l'intérieur de moi, et je peux me dire que ça y est, j'ai mis un pied dans ce schéma de dépendance. Alors, les causes de tout ça, c'est quoi finalement? Pourquoi
pourquoi je mets en place des schémas de dépendance? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça vient chercher? Là, c'est assez simple, hein. Les causes de ces schémas de dépendance, ça repose sur 3 croyances, des croyances que j'ai enregistrées au fil du temps, mais en particulier au tout démarrage, au tout début de ma vie terrestre, hein. Ce sont 3 croyances très fortes que j'ai engrammées et qui me tiennent et desquelles j'ai beaucoup de mal à sortir en fait. Donc ces 3 croyances, ce sont lesquelles? La première, c'est je suis séparée. Donc ça, c'est ma blessure d'incarnation. Quand je m'incarne, eh bien j'ai cette blessure, hein, qui est la blessure de la séparation, qu'on appelle aussi le voile de l'illusion. J'ai l'illusion d'être séparée de l'autre, des autres, du tout. J'ai l'illusion, hein, que de par ce corps, cette matérialité, eh bien je suis séparée. Donc ça, c'est la première croyance. La deuxième, qui évidemment est une croyance, puisque hein, si tu t'intéresses, et je sais que si tu es là, c'est que c'est le cas, coucou. Eh bien, si tu t'intéresses à tout ce qui est quantique, tu sais très bien que cette séparation n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas séparés. Hein, nous sommes vibratoirement toujours en lien. Donc, cette croyance, elle est engrammée, même si on sait qu'elle n'est pas vraie, elle est engrammée. Tu vois, c'est là où il y a une distinction à faire entre ce que je sais et ce que j'ai réellement engrammé. Donc, il y a cette croyance, je suis séparée. La deuxième croyance, c'est je suis incomplète, je ne suis pas assez. Et comme je suis incomplète, eh bien j'ai besoin de l'autre. Ça amène la troisième croyance. Donc les 3 croyances, ce sont celles-là. Je suis séparée, je suis incomplète, j'ai besoin de l'autre. Et partant de là, eh bien, à partir de ces 3 croyances, ça a des conséquences qui sont, eh bien, des programmations que j'ai mises en place. Chaque fois que j'ai eu la perception que l'autre n'était pas là pour moi, que l'autre ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin, chaque fois que j'ai eu la perception encore plus forte d'être séparée de cet autre, eh bien, j'ai eu la perception que j'étais en danger de mort. Et j'ai mis en place des stratégies de survie. Hein, parce que je me suis sentie en danger de mort, j'ai mis en place des stratégies de survie. Et ces stratégies de survie, ce sont mes programmations. Ces fameuses programmations qui sont finalement un petit peu comme, tu sais, les logiciels. Tu vois, par exemple, tu travailles sur Excel ou tu travailles sur, je ne sais pas, sur Illustrator ou sur Photoshop, ben, tu vois bien qu'elles n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Eh bien, mes programmations, finalement, ce sont mes fonctionnalités. C'est ce que j'ai engrammé et qui fait que je peux ou je ne peux pas. Je m'autorise ou je ne m'autorise pas. Et donc, ben, si j'ai une programmation qui ne m'autorise pas à quelque chose, il m'est très difficile d'aller vers cette chose. Alors, ces programmations, ce n'est pas exhaustif la liste que je vais te donner, mais elle est relativement complète. La majorité de mes programmations, donc mes programmations les plus importantes, c'est je dois me faire toute petite. Je dois prendre le moins de place possible. Hein, parce que j'ai eu la perception peut-être que l'autre ne voulait pas de moi à un certain moment. Là, en l'occurrence, je parle peut-être de ma mère. Ça peut être ma mère, mais ça peut être aussi une expérience de jumeau in utero. Ça peut être, il n'y a pas que la relation aux parents. Il y a des tas de choses qui se passent in utero et que j'engramme. Donc cet autre, ça peut tout à fait être un jumeau perdu, parce que il y en a beaucoup quand même. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais on n'a pas conscience à quel point le nombre de jumeaux perdus qu'il y a eu. Donc cette expérience du jumeau perdu, il y en a beaucoup d'entre nous qui l'avons rencontré. Donc voilà, il y a la relation à ma mère, il y a la relation à mon jumeau, il y a la relation à mon père, bref. Donc mes programmations, pour en revenir à mes programmations, c'est je dois me faire toute petite, je dois prendre le moins de place possible. Je dois lui plaire ou je ne dois pas lui déplaire. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que je ne lui plaisais pas. Il y a un truc, tu vois, peut-être parce que pendant sa grossesse, ma mère, elle aurait préféré avoir un garçon. Évidemment, elle ne me l'a jamais dit. C'est quelque chose qui est peut-être très subtil à l'intérieur d'elle. Elle n'en avait peut-être même pas conscience, mais moi, je l'ai ressenti. In utero, j'ai ressenti que ma mère, j'étais pas tout à fait du bon sexe. Donc, quelque part, il y a une partie de moi qui a engrammé, qui a enregistré qu'elle n'était pas celle qu'il fallait. Donc, dans sa programmation, elle s'est dit, ouf, pour avoir cet autre, pour obtenir ce que je veux de cet autre, il faut que je lui plaise. Il ne faut pas que je déplaise. Il y a aussi, je dois me taire.
Bon, ça vient plus tard, le je dois me taire. Je dois pas faire trop de bruit. Hein. Ça, c'est un peu, c'est une programmation qui est assez parallèle à je dois me faire toute petite. Finalement, je dois pas exister. Hein, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai enregistré que j'avais pas le droit d'exister, ou que c'était pas bien que j'existe, ou que je gênais, ou que je dérangeais. Bref. Donc, je dois me taire. Je dois me battre. Je dois me battre, lutter pour y arriver. Ça peut être par exemple une expérience où ma mère voilà, ça a eu du mal à s'ouvrir au moment de ma naissance et donc j'ai eu l'impression qu'il fallait que je force le passage. Hein. Donc ça peut être une programmation que j'ai engrammée. Il faut que je force, il faut que je lutte, il faut que je lutte pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va me tenir toute ma vie en fait. Ça, je vais la mettre en place de manière très inconsciente dans ma vie, cette programmation. Il faut que je lutte. Donc je vais être dans une espèce de lutte permanente, ça va être dur d'avoir les choses. Je vais peut-être avoir cette croyance que la vie est dure, ou pas d'ailleurs, parce que des fois je ne l'ai même pas consciemment, cette croyance. Bref, donc ça fait partie de mes programmations qui sont en lien avec mon histoire de vie avec l'autre. Et donc la dernière que j'ai remarquée, moi en tout cas, c'est je dois fuir. Il y a aussi celle-là. Et alors celle-là, elle est un peu ambiguë, parce que en même temps je dois fuir la situation dans laquelle je me sens mal à l'aise, donc quelque part je dois fuir l'autre, mais en même temps je dois rester attachée à l'autre. Et donc cette programmation-là, elle est vraiment très antinomique et elle donne à l'intérieur des espèces de dichotomies compliquées qui peut vraiment donner lieu à du sabotage de relations, etc. Parce que en même temps, je dois fuir l'autre, je ne dois pas lui faire confiance, il ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, et en même temps, j'en ai besoin. Donc je ne suis pas satisfaite avec une situation dans laquelle je fuis l'autre. Bon. Donc voilà, ces programmations-là, ce sont en fait des programmations qui sont en lien avec nos processus, nos modes, le mode survie. Hein. Donc si tu regardes bien, elles rentrent toutes dans une case qui est soit le combat, la fuite, l'immobilisation ou la séduction. Parce qu'en fait, dans le mode survie, il y a un mode qu'on connaît moins bien, c'est le mode de la séduction. On appelle ça people pleasing. Hein, c'est je dois plaire à l'autre pour survivre. Donc voilà, j'imagine que tu connais bien ces schémas de survie, hein, combat, fuite, immobilisation. Et maintenant, tu as peut-être enregistré qu'il y en avait un dernier qui était la séduction. Et donc toutes ces programmations-là, elles sont en lien évidemment avec ce mode survie. Hein, puisque j'ai eu peur, que j'ai cru que j'étais en danger de mort, j'ai mis en place des programmations de survie. Ces programmations qui sont toujours actives pour la majorité dans ma vie d'aujourd'hui. Et donc qui donne lieu à ces fameux symptômes insoupçonnés dont j'avais très envie de te parler aujourd'hui. Et donc, tu vas voir qu'il y en a un paquet. Finalement, on en est presque à se demander qu'est-ce qui ne rentre pas comme problématique de vie dans le symptôme insoupçonné de ma dépendance à l'autre. Et moi, mon point de vue, c'est que j'en ai encore pas vu un qui ne rentre pas là-dedans, qui ne rentre pas dans le schéma de dépendance. Tu vois, parce que, voilà, finalement, la majorité de nos problématiques, quand on regarde bien, et moi j'ai bien analysé la question, et puis parce que je travaille avec de nombreuses personnes, je l'ai vu passer aussi, eh bien, la majorité, mais je dirais même toutes nos problématiques, sont de près ou de loin en lien avec les programmations que je t'ai énumérées, et donc, la croyance et ce paradigme, parce que c'est un paradigme, hein, que j'ai besoin de l'autre. Et donc, quelque part, ce qui nous est demandé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous déployer, pour pouvoir aller au-delà de nos limitations, c'est de sortir de ce paradigme de la dépendance, de sortir de ce paradigme de j'ai besoin de l'autre, pour aller vers un paradigme qui est je suis en lien avec l'autre, je suis relié, je suis connecté. Tu vas sortir de cette dépendance pour aller vers la connexion à l'autre et donc aux autres. Parce que le problème, c'est que si je suis dépendante à l'autre, donc je suis dépendante à un autre, c'est une relation monodirectionnelle, eh bien ça m'empêche aussi de m'ouvrir aux autres, à des relations qui sont plus nourrissantes et plus et multiples, hein, puisque finalement j'ai cette croyance qu'il faut que je maintienne un lien, donc c'est compliqué d'en maintenir avec une personne, donc c'est encore plus compliqué d'entretenir des liens avec plusieurs. Alors que la connexion, on voit bien que la connexion, tu regardes Internet, hein, on peut se connecter avec des milliards de personnes et c'est OK en fait. Hein, donc la connexion ne requiert pas cet effort du lien avec l'autre. Alors,
Les symptômes insoupçonnés de ma dépendance à l'autre, finalement, ce sont toutes les stratégies que j'ai mises en place pour éviter d'être confrontée à ce fameux danger de mort, à cette séparation, à cette rupture du lien. Finalement, tu vois, souvent on dit qu'on a peur de la mort, mais en fait, c'est pas de la mort dont on a peur de la rupture du lien. On a peur de cette séparation à nouveau. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, pour te permettre de les identifier, je vais te les énumérer et puis expliquer un petit peu la mécanique qu'il y a derrière. Alors, tout ce qui est hypersensibilité, très grande sensibilité à l'autre, un lien hyper développé à autrui, sensibilité au regard de l'autre, sensibilité par rapport à la réaction ou l'absence de réaction de l'autre, eh bien, tout ça, évidemment, c'est clairement un symptôme de cette dépendance à l'autre. Parce que, en fait, j'ai besoin de m'assurer, là je suis dans le people pleasing, j'ai besoin de m'assurer que je vais plaire à l'autre. Et donc je suis devenue hyper sensible au moindre de ces mouvements, au moindre des signes qui pourraient m'être donnés que je déplais, que je fais quelque chose qui ne lui plaît pas. Et donc, à chaque fois, je vais réajuster mon comportement, ma posture, mon attitude pour essayer de lui plaire. Donc l'hypersensibilité, c'est grandement lié à ça. Bon, il y a une autre explication de l'hypersensibilité qui est aussi en lien avec nos blessures, c'est-à-dire que je suis en écho avec l'autre, mais au fond, ça vient quand même chercher ça. Ça vient quand même chercher, je suis en écho avec toi, je vibre avec toi, mais parce que j'ai développé cette hypersensibilité pour rester dans cette espèce de people pleasing, de je vais lui plaire, je ne vais pas lui déplaire. Pareil, le besoin de la validation de l'autre, c'est pareil finalement. Si j'ai besoin que l'autre me valide, si je n'arrive pas à le faire moi-même, c'est que j'ai besoin de plaire à l'autre finalement. J'ai besoin qu'il me renvoie l'idée que c'est ok, que ce que je fais est bien et que je lui plais et que c'est bien. Voilà. Tout ce qui est doute et hésitation aussi, si j'ai des doutes et des hésitations, ça va avec aussi la problématique de la difficulté à faire des choix. Si j'ai de la difficulté à faire des choix, si j'ai des doutes, si j'ai des hésitations, c'est que derrière, il y a quelque chose qui me fait peur. C'est-à-dire que j'hésite. Alors, soit j'ai peur de déplaire, c'est-à-dire que si je me décide à faire quelque chose, peut-être que je vais déplaire. Si je me décide à sortir de ma zone de confort, peut-être que je vais déplaire. Donc là aussi, c'est encore en lien avec cet autre ou un autre, que quelquefois je n'analyse même pas, je ne sais même pas qui c'est cet autre. Mais en tout cas, c'est enregistré, c'est-à-dire que je doute, j'ai de l'hésitation. J'ai du mal à faire un choix parce que j'ai l'impression, parce que déjà faire un choix, c'est aussi rompre avec quelque chose. Tu vois, quand je fais un choix, j'ai une rupture de lien avec quelque chose. Donc comme j'ai un problème, tu vois, notre difficulté, c'est la rupture de lien. Ça peut aussi venir de là. Tu vois, il y a un sens derrière ça aussi. Aller vers quelque chose, c'est se libérer de quelque chose d'autre. Donc c'est rompre le lien avec, tu vois. De la même manière, dire non, mettre ses limites, ça c'est pareil, il y a plusieurs explications, mais dire non à quelqu'un, c'est prendre le risque de déplaire à cette personne. C'est prendre le risque d'être en conflit, c'est prendre le risque que ce lien finalement se détériore, se dégrade et puis peut-être finisse par se rompre. Donc ça aussi, ça fait partie de ma dépendance à l'autre. La difficulté à dire les choses aussi, cette tendance que je peux avoir quelquefois à cacher la vérité ou à la travestir, par peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Tout ça derrière, il y a cette peur d'être séparé, cette peur de la rupture du lien. Donc c'est vraiment ça à garder en conscience, c'est que dans tous ces symptômes, il y a derrière cette peur de la rupture de lien. De la même manière, je regarde un peu ma petite liste parce que il y en a un paquet. De la même manière, la tendance à en faire trop, tu vois, ça, je ne sais pas si c'est ton truc aussi, mais certaines personnes ont tendance à en faire trop. On est un peu dans la surproduction. Alors soit pour ses enfants, son conjoint, ses amis, soit même pour son boulot. Cette surproduction, ce surinvestissement. Alors pour les autres, là on est encore dans le people pleasing, et la surproduction, le surinvestissement. Je dirais presque l'hyperactivité dans notre profession, eh bien derrière, il y a la peur évidemment d'échouer
ou la peur de réussir, et donc les conséquences que ça pourrait avoir sur autrui. Est-ce que de réussir, eh bien, finalement, ça pourrait, je ne sais pas, moi, faire des jaloux et faire que je suis rejetée, etc. Ça, à nouveau, c'est en lien avec tous mes enregistrements et toutes mes programmations. Donc, ce sont des stratégies, finalement, un peu de sabotage. Hein, l'hyperactivité, dans le domaine professionnel, par exemple, c'est un sabotage. Parce que quand je suis dans l'hyperactivité, ben, je ne suis plus productive. Je me disperse, il y a de la dispersion, il y a de la fatigue. Et donc ça, on voit tout de suite que dès lors qu'il y a de la fatigue, de la dispersion, dès lors que je suis plus focalisée sur ce que je veux vraiment, c'est une stratégie de sabotage. Et donc la stratégie de sabotage, bah, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est j'ai peur de réussir parce que j'ai peur des conséquences que ça pourrait avoir. J'ai peur d'un changement dans mon état professionnel, ou j'ai peur d'un changement parce que j'ai peur des conséquences que ça pourrait avoir. Et au-delà j'ai peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ma relation à l'autre, toujours. Hein. Donc finalement, tout ce que je rencontre comme problématique, que ce soit des blocages, des difficultés, des choses que je n'aime pas faire, des phobies, des peurs, ben, tout ça, ce sont des stratégies que je mets en place, et ce sont des stratégies de sabotage. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'aller dans la direction où je veux, finalement. Comme le manque de clarté, par exemple. Hein. Le manque de clarté par rapport à ta situation, le manque de clarté par rapport à ce que tu veux, le manque de clarté quand tu exposes ce que tu fais à quelqu'un, enfin tout ça. Manque de clarté, c'est aussi un symptôme, et c'est aussi une stratégie de sabotage. Mais cette stratégie de sabotage, elle est toujours en lien avec cette peur de réussir ou d'échouer. C'est toujours les deux, hein. Il y a toujours les deux qui sont liés. C'est la peur de réussir et d'échouer, ou la peur d'échouer et de réussir. Et des conséquences que ça pourrait avoir sur l'autre, sur cet autre, qui évidemment est un autre qui date pas d'hier, hein, est un autre qui date de mon histoire de vie, qui date de mon histoire de vie in utero, qui date de mon histoire de vie à la naissance, qui date de mon histoire de vie de 0 à mes 7 ans, et éventuellement, quelquefois, qui date aussi de mes mémoires karmiques. Bon, tout ça. Donc ces relations à cet autre, c'est des choses que j'ai engrammées avec le temps et qui rejaillissent dans ma situation présente, mais qui ne sont pas forcément identifiées comme telles. Tu vois, si souvent quand je dis à quelqu'un, oui, mais peut-être qu'au fond, il y a la peur de réussir, parce qu'avec la peur de réussir, il peut y avoir la peur de rendre jaloux, donc la peur d'être rejeté. Et puis, il y a beaucoup de gens qui diront, ben non, en fait, j'ai pas cette peur, moi. Non, parce que tu ne l'as pas consciemment, mais tu l'as engrammée. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans toutes ces histoires, hein, de croyances, de programmation, c'est que bien souvent, elles sont tellement dissimulées qu'on n'en a pas conscience. Et qu'il faut, qu'il faut de la méthode, hein, c'est là où je te l'expliquerai après, mais il y a une approche qui permet justement d'aller toucher du doigt ces programmations, de mettre en lumière ces programmations inconscientes, ces croyances inconscientes, pour se libérer de ces schémas. Voilà. Donc pour continuer mon listing, hein, ça peut être aussi la difficulté à être visible, parce que derrière la difficulté à être visible, il y a la difficulté à se montrer. Et la difficulté à se montrer, on peut revenir à la programmation que j'ai énumérée, et qui est « je dois me faire toute petite, je ne dois pas prendre de place, je ne dois pas exister hein ». Donc évidemment, si j'ai cette programmation, je dois me faire toute petite, je ne dois pas exister, je dois prendre le moins de place possible, comment est-ce que je peux me montrer ? Comment je peux montrer toutes les parties de moi qui sont rayonnantes et qui ne demandent qu'à être montrées? Comment je peux le montrer et comment je peux être vue? Alors pareil, il y a plein de gens qui me disent « mais si, mais moi je me montre, je me mets en avant, mais pourtant j'ai pas le retour ». Oui, peut-être que tu crois que, mais au fond peut-être que tu ne te montres pas vraiment ou pas de la bonne manière parce qu'il y a de l'auto-sabotage à l'intérieur. Donc c'est très subtil tout ça. Hein, on a quelquefois l'impression de faire les choses, de faire bien les choses, et en fait, c'est pas qu'on les fait mal, c'est qu'on est guidé, on est mené par le bout du nez par ces programmations qui nous sabotent et qui, de manière extrêmement subtile, font que soit on n'agit pas exactement de la même manière, soit on n'envoie pas la bonne vibration, parce qu'on est aussi au niveau vibratoire là-dedans. Hein, c'est-à-dire que si vibratoirement j'envoie le message, je ne veux pas être vue, j'aurais beau faire tout ce que je veux, je ne serai pas vue.
Hein, si, voilà, et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Si j'ai la programmation qu'il ne faut pas que je réussisse, eh bien j'aurais beau faire tout ce que je veux, ça va être compliqué. Parce que inconsciemment, je vais mettre en place des comportements, je vais vibrer quelque chose, je vais dégager, émettre quelque chose qui ne sera pas la bonne vibration, qui ne sera pas aligné à mes aspirations profondes. Voilà. Donc, il y a aussi là-dedans la compulsion alimentaire, allons-y. Hein. La compulsion alimentaire, ben oui, je me remplis, je remplis un vide, donc ça vient directement de la croyance que je suis incomplète, que j'ai manqué, et que donc il faut que je me remplisse avec quelque chose d'autre. Là, on est sur le quelque chose d'autre, mais voilà, ça vient aussi du sentiment que je n'ai pas été remplie par quelqu'un d'autre. Bon, bref. Hein. Il y a aussi voilà, la peur de manquer d'argent. Il y a ça aussi, c'est très très en lien avec mes programmations de dépendance. Hein. C'est que j'ai cette croyance de fond que je ne suis pas complète, qu'il me manque quelque chose, et donc je suis habitée par cette insécurité, par cette peur du manque, et donc comment dire, ça se manifeste dans tous les domaines de ma vie, y compris. Ça peut se manifester dans plein de domaines, y compris dans le domaine financier. Hein. J'ai peur de manquer, j'ai cette insécurité à l'intérieur de moi. Et donc, plus j'ai cette insécurité, plus j'ai cette peur, plus je vais la manifester dans ma vie. Parce que plus je vibre la peur du manque, plus c'est comme si j'envoyais à l'univers où je criais tout haut, je manque, je vibre le manque, j'attire le manque. Voilà. Donc, il y a un peu de tout ça. Les solutions pour en sortir. La première solution, c'est de regarder tout ça en face et vraiment d'en prendre conscience. Et j'espère qu'avec cette vidéo d'aujourd'hui, ce live d'aujourd'hui, ça t'aura aidé à prendre conscience de ces schémas de dépendance et à commencer à les regarder dans ta vie. Parce que c'est la première chose, hein, c'est vraiment le processus alchimique, c'est je mets la lumière sur ce qui est dans l'ombre. Et ce qui est dans l'ombre, eh bien c'est ça. Donc mettre la lumière sur mes schémas de dépendance, c'est la première étape majeure. Identifier ces schémas de dépendance. Savoir dès que je mets un pied dedans, hein, dès que je suis insatisfaite, dès que j'attends de l'autre quelque chose, dès que je suis insatisfaite, perdue, en manque, dans l'attente, quand je ne le reçois pas, chaque fois que je me travestis, chaque fois que je n'ose pas, voilà, hein, tout ce que j'ai évoqué comme comportement là, eh bien chaque fois que je suis là-dedans, en prendre conscience, c'est déjà beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand j'en prends conscience, il y a des chances que je puisse un petit peu commencer à réajuster. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est un processus que moi j'ai mis en place et auquel je crois beaucoup, et qui repose en fait sur 4 piliers. Donc le premier, c'est la conscientisation, donc on est dedans. Et donc, la première chose, c'est la conscientisation de tes schémas de dépendance. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'aller prendre conscience de tous tes acteurs, de tous les acteurs de ton monde intérieur, de toutes leurs stratégies, de tous leurs comportements, justement pour pouvoir commencer à connecter avec eux. Ça, c'est le deuxième pilier, c'est la connexion subtile avec tous ces acteurs, avec toutes ces parts de toi, hein, qui te constituent, qui te composent, et qui viennent un petit peu perturber ta structure, ton essence. Et donc, rentrer en communication subtile, c'est savoir comment communiquer avec elle. Hein. C'est ce que j'appelle le langage du cœur, c'est la communication émotionnelle avec elle, mais vraiment très précise, pour pouvoir vraiment entendre ce que ces parts de toi ont à te dire, quelles sont leurs souffrances, où est-ce qu'elles les ont vécues, pour commencer vraiment à établir le dialogue avec elles. Et en faisant ça, commencer à les libérer et à faire en sorte qu'elles lâchent prise sur ces programmations et sur ces croyances. Le troisième pilier, eh bien, c'est la transmutation de ces programmations limitantes. Donc, c'est identifier ces programmations limitantes pour aller les transmuter exactement là où elles ont été engrammées, dans toutes les dimensions où elles ont été engrammées. Parce que ces programmations, elles sont engrammées à l'intérieur de nous dans de très nombreuses dimensions. Hein, ça va être dans une dimension temporelle, ça va être dans une dimension émotionnelle, dans une dimension psychologique, dans une dimension vibratoire, ça va être dans une dimension du passé, du présent et du futur, etc. Il y a énormément de dimensions dans lesquelles elles ont été engrammées, et l'idée, c'est vraiment d'aller mettre le doigt
là, à la source de là où elles ont été engrammées, et vraiment de les transmuter dans toutes ces dimensions. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et que si on n'intègre pas cette multidimensionnalité à notre processus de transmutation, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Ou il se passe, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, c'est intéressant d'aller regarder cette multidimensionnalité. Et donc, le dernier pilier, eh bien, c'est la manifestation. C'est grâce à cette transmutation, à cette évolution de cet état d'être, parce que finalement, en transmutant nos programmations, c'est notre état d'être qui change et pas simplement notre état de faire. Eh bien, en changeant, en transformant cet état d'être, on peut justement être dans l'action juste et mettre en place les actions qui sont nécessaires et utiles pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Et moi, j'aime bien, en fait, cette idée, et c'est même pas que j'aime bien, c'est que j'y crois fondamentalement, de l'équilibre du yin et du yang, du faire et de l'être. Donc, il y a ce processus à l'intérieur de nous qui est à faire, aller travailler vraiment cet être, cette notion de yin, d'accueil de toutes nos douleurs, etc. Il y a vraiment ce travail de l'ombre à faire, et il y a également ce travail de lumière. Et donc, cet équilibre entre l'être et le faire, moi, je trouve ça hyper important, et c'est ce que j'ai mis en place dans le programme Inner Light, où finalement, à chaque étape, chaque pilier est une illustration de ce yin et ce yang, donc il y a une évolution, mais il y a aussi une interaction permanente entre ce yin et ce yang. C'est qu'est-ce que je transmute à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je mets en place tout de suite, qu'est-ce que je transmute, qu'est-ce que je mets en place. Et donc, à chaque pilier, on met en place des choses, on conscientise, mais on conscientise dans la matière aussi et par l'action aussi. Donc, il y a vraiment, quelque part, cet équilibre entre la thérapie et le coaching, le yin, le yang, le faire et l'être. Voilà, moi, j'aime beaucoup être dans cette alchimie-là, dans cette communication-là entre toutes ces parties de nous. Voilà. Donc, j'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a intéressé. J'espère que je t'ai apporté des pistes de conscientisation, parce que c'est vraiment le but. Tu peux me le dire, tu peux me l'écrire, je serai ravie de le lire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Coucou à tous, je vois des petits bonjours, je suis désolée, j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas pris le temps de dire bonjour à tout le monde. Donc que tu sois ici maintenant ou que tu le regardes en différé, tu peux me poser tes questions, c'est ok, je viendrai t'éclairer si je le peux. Et puis sache que je suis là pour toi. Il y a ce processus Inner Light que j'ai mis en place avec tous ces piliers qui permettent de vraiment sortir de ces schémas de dépendance, se libérer de ces programmations de dépendance pour vraiment renouer avec son juste pouvoir, parce que c'est ça aussi, c'est que quand on est dans la dépendance à l'autre, on remet notre pouvoir dans la main de l'autre. Quand je suis dans le paradigme du besoin de l'autre, eh bien, c'est comme si je lui offrais mon pouvoir et que je lui dis vas-y, fais-en ce que tu veux. Donc c'est renouer avec son juste pouvoir, et je dis bien son juste pouvoir. On n'est pas ici dans l'abus de pouvoir, on est dans chacun reprend sa juste place, et c'est ça qui est important, c'est dans ce monde. Et j'imagine que si tu es ici, c'est que tu as aussi envie d'œuvrer pour un monde meilleur, pour un rééquilibrage de ce monde. Merci Anne-Sophie, merci. Donc si tu as envie d'œuvrer pour ce monde, eh bien c'est ça l'idée, c'est que chacun revienne à sa juste place, chacun retrouve sa souveraineté, sans abus de pouvoir et sans soumission. Parce qu'on est beaucoup là-dedans, dans l'abus et la soumission, on est toujours en espèce de conflit entre les deux, et stop quoi. Stop, sortons de là et mettons-nous à notre juste place et juste, voilà, et soyons dans l'action juste de ce fait. Parce qu'à partir de ta juste place, eh bien, c'est là où tu es dans ton espace sacré, dans ta puissance, et c'est là où tu peux faire et mettre en œuvre tout ce qui est juste pour toi et pour plus grand. Je te souhaite une magnifique journée. Si tu as besoin de renseignements supplémentaires, si tu veux qu'on se prenne un rendez-vous pour parler de ce programme Inner Light, eh bien, je te laisserai le lien sous la vidéo. Et tu peux me contacter aussi pour l'avoir, c'est ok. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et merci d'avoir été présente, et merci à ceux qui le seront plus tard, et c'est ok, et à très vite.